Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Acteurs Public TV, merci d'être fidèles à ces rendez-vous de la DITP, 13e numéro aujourd'hui consacré à la transformation numérique de la justice. Depuis 2018, le ministère s'est lancé dans un projet ambitieux, à savoir la procédure pénale numérique, la dématérialisation intégrale de la chaîne pénale depuis l'acte d'enquête initial jusqu'à l'archivage d'une décision de justice. L'idée, c'est de rendre plus simple et plus efficace la justice pénale au service à la fois des agents et des justiciables. Plus de 5 millions de procédures ont déjà été dématérialisées depuis la mise en place de cette PPN, donc la procédure pénale numérique. Et le processus n'est pas terminé. On va en parler pendant toute cette matinée et se poser ces questions. Comment les partenaires de justice ont-ils été intégrés dans ce projet? Quelles sont les principales avancées de la PPN pour les agents? Quel est l'impact de cette dématérialisation pour les justiciables? Autant de questions que nous allons poser à nos différents intervenants que vous allez retrouver dans un instant, à savoir Alexandre Debauchère, qui est le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, Stéphanie Lemaire, qui est la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. On écoutera aussi Lucie Tout-le-Monde-Villard, qui est adjointe opérationnelle à la direction de programme PPN, Olivier Caracoche, le procureur de la République de Dijon, Jérôme Servetaz, le directeur adjoint à la direction de programme PPN également, et puis le commissaire Clément Perrault, chef de la division de la criminalité territoriale à la police de Côte d'Or. Tous ces intervenants, on les retrouve dans quelques minutes. Et puis je rappelle que vous pourrez, vous qui nous regardez, poser toutes vos questions. N'hésitez surtout pas dans la fenêtre qui se trouve juste à côté de l'image, dans la rubrique questions, très important. Je répète donc, dans la rubrique questions, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez et je me ferai un plaisir évidemment de les répercuter à nos différents intervenants. Pour lancer cette matinée, pour reposer les grands enjeux de la transformation numérique du ministère de la Justice, faire un point aussi sur l'implication des agents et des justiciables, je vous propose d'écouter d'abord l'intervention de Karine Chevrier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire générale du ministère de la Justice. Et puis Thierry Lambert, bonjour également. Vous êtes le délégué interministériel de la transformation à la transformation publique. Première question à vous, Thierry Lambert. En quoi ce projet dont on va parler aujourd'hui et toute cette matinée, à savoir la procédure pénale numérique, est assez emblématique de la transformation numérique de l'État? Bonjour, alors de la transformation tout court d'ailleurs, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas numérique, mais derrière le numérique, il y a surtout des agents. Et en fait, dans ce 13e rendez-vous, on voulait justement un peu changer de modèle, puisqu'on a fait beaucoup de présentations de programmes, et c'est intéressant de voir comment nous déployons la vision du gouvernement en termes de transformation publique dans des programmes concrets, d'amélioration continue. Aujourd'hui, ce que nous souhaitions, c'est donner davantage à voir les agents qui font le succès de ces grandes transformations dont on ne parle pas souvent parce que ce sont des projets longs qui justifient beaucoup d'investissements et parfois il faut être un peu patient pour en voir les bénéfices. Mais aujourd'hui, sur ce projet-là en particulier, vous allez le voir, il y a des choses qui ont bougé et je pense que si on se remet dans nos chaussures en 2018 et que on était prêt à parier aussi fort sur les résultats qu'on constate aujourd'hui, peut-être que on aurait eu, voilà, on peut être fier aujourd'hui de ce qui a été accompli, de ce qui reste encore à accomplir, mais de maintenant avec beaucoup de confiance. Alors, c'est un projet qui a été financé par le Fonds de transformation de l'action publique. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Le Fonds de transformation publique, comme d'ailleurs l'ensemble des actions de transformation depuis 2017, poursuit à la fois trois objectifs, c'est-à-dire améliorer le service public, la qualité du service rendu aux usagers du service public, dans toutes ses formes et dans tous les ministères, et avec la conviction que pour y arriver, il faut aussi améliorer la qualité de travail des agents publics, dans une symétrie des attentions où on le sait que pour avoir un bon service au service des Français, il faut aussi que les agents puissent bien travailler. Donc il y a ces deux objectifs. Et le troisième, c'est qu'on considère que quand on fait cela, on améliore aussi l'efficacité, voire l'efficience de l'action publique. C'est pour ça que le FTAP a toujours assumé d'avoir un retour sur investissement extrêmement fort sur ces trois dimensions. Donc on l'a fait dans beaucoup de choses. On a mis beaucoup à l'honneur ces dernières semaines l'IA. On a vu un gros investissement du FTAP qui était dans l'IA Pôle emploi, maintenant France Travail, qui a été mis en avant par les ministres lors d'une visite récente à France Travail, avec des gains extrêmement intéressants. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaitait montrer, et surtout donner à voir à tous vos auditeurs, c'est effectivement ce projet important, qui est dans une suite d'investissements dans la justice, qui est une
grande priorité, bien entendu, de l'action gouvernementale. Ça n'a échappé à personne, avec des réformes extrêmement importantes, à la fois dans la pénitentiaire, avec des nouveaux modes la prison par l'insertion, qui est un gros projet aussi que nous avons financé, le numérique en détention, l'insertion professionnelle à travers Atigip, donc des détenus. Donc il y a eu beaucoup de projets qu'on a financés, également dans la police et dans la gendarmerie, avec notamment ce qui a été fait également avec un très beau projet qui est sorti ces dernières semaines sur, par exemple, la gestion des scellés, qui est aussi une très belle coopération police, justice et gendarmerie. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et là, c'est quand même le gros projet de cette procédure pénale numérique, avec un soutien fort de la direction interministérielle du numérique également, qui bien entendu, vous le savez, et d'ailleurs avec un succès croissant, aide les ministères à bien contrôler les grands projets numériques, pour avoir un œil interministériel quand même, pour s'assurer que ces investissements sont proportionnés, avec des belles équipes projets, avec des beaux programmes. Donc en fait, ce travail d'équipe avec le secrétariat général du ministère de la Justice et les services plus généraux du ministère de la Justice, je trouve aujourd'hui quelque chose d'assez exemplaire. Donc je voudrais tout de suite arrêter de parler en fait et laisser très concrètement les agents qui ont été impliqués dans ce projet dire le chemin qui est à parcouru, où on en est, ce qui reste à faire, mais aussi commencer déjà à engranger quelques succès, quelques bénéfices qui sont évidents et qui peuvent nous dire qu'on a bien fait d'investir et qu'il faut continuer à déployer cette grande transformation trop méconnue. Mais j'espère que de plus en plus, les Français verront le bénéfice de ce gros investissement et de la réforme profonde du ministère de la Justice qui est derrière cette procédure pénale numérique. Et qui sera moins méconnue dans 1h30, normalement, après cette matinée. Karine Chevrier, quels ont été les grands enjeux autour de la dématérialisation de la chaîne pénale ? Et merci en tout cas, je suis ravie qu'on puisse effectivement parler de la procédure pénale numérique, donc ce grand projet numérique qui vise et le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Donc effectivement, c'est typiquement, je pense, le très gros projet. On parle parfois de révolution, mais pour de vrai, là, on touche c'est un projet extrêmement ambitieux et c'est typiquement le projet pour lequel on dirait c'était impossible, alors ils l'ont fait, vraiment. Et je le dis d'autant mieux que je n'étais pas là au début et que j'ai été ravie d'accompagner ce projet les 2 dernières années. Peut-être dire pourquoi donc ça veut dire quoi la dématérialisation de bout en bout de la chaîne pénale? Ça veut dire de premier acte d'enquête, donc auprès des services enquêteurs, jusqu'à l'archivage du dossier, donc en passant par toutes les étapes et la décision, tout devient dématérialisé, en partant d'une situation qui était effectivement qu'on avait encore du papier partout, des tampons et parfois des fax dans certains services d'enquêteurs comme certaines juridictions. Donc en 2018, voilà est le point de départ. Deuxième élément quand même important, 4 millions de procédures visées. 600 000 affaires poursuivables, 600 000 décisions en matière pénale sur le champ correctionnel. On vise une volumétrie, là encore, énorme. Troisième élément qui font que ce projet est un projet de très grande ambition, c'est qu'effectivement, ça vise tant les acteurs du ministère de l'Intérieur, près de 200 000 personnes, un service enquêteur, la gendarmerie, la police nationale, et puis les services de la justice, là, des magistrats, des directeurs de greffe, des greffiers, près de 12 000 personnes qui vont changer au quotidien leur acte métier à travers ce projet. C'est aussi des procédures extrêmement sensibles juridiquement. En dématérialisant, on doit garantir et toujours même conforter la sécurisation de nos actes. Donc, dans sa portée, c'est véritablement un projet qui est extrêmement ambitieux et qui, par ailleurs, s'est fait et se fait depuis 2018. Donc, décision en 2018, premier flux envoyé entièrement dématérialisé en avril 2019, donc qui démarre très vite, qui se fait en lien avec les acteurs de terrain au quotidien et qui se fait sur la base d'organisation en place. On n'a pas de bac à sable où on fait tourner les choses à côté. On le fait avec les acteurs au quotidien, de manière progressive en fonction des flux de la chaîne pénale qui sont évidemment concernés, mais on le fait sur le terrain avec les acteurs et ils seront là tout à l'heure pour évoquer cette transformation au quotidien. On va en parler avec eux, effectivement, voir comment vous avez mis en place peu à peu, petit à petit et pas à pas ce projet dans le concret et dans le réel.
Et autre difficulté que vous vous êtes donnée, c'est que vous avez mené ce projet en interministériel avec le ministère de l'Intérieur. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de C'est une chance plus qu'une difficulté. De la justice. Comment vous avez organisé ce pilotage? Alors vraiment, je pense qu'en plus, on a d'autant plus plaisir à le présenter aujourd'hui au rendez-vous de la transformation publique, interministérielle de la transformation publique, parce qu'effectivement, on a deux acteurs clés qui sont le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, qui étaient donc directement concernés. Comme je vous dis, c'est à peu près plus de 210 000 personnes concernées dans nos deux ministères. Donc évidemment, l'enjeu, ça a été de très vite dresser dès le début en fait un coportage du projet avec un magistrat qui avait été désigné dès 2018 et un préfet côté ministère de l'Intérieur, et puis une gouvernance aussi unifiée sous l'égide des directions de cabinet des ministres, donc directement, donc avec un portage, un sponsorship très fort porté politiquement d'un projet donc très transformant et qui nécessitait effectivement d'être conforté sur le plan politique. Et à partir de mai 2023, on change même de dimension en décidant d'une direction de projet unique. Et on a su organiser une direction de projet unique et on continue à l'organiser avec une magistrate judiciaire à la tête du projet et un général que vous entendrez tout à l'heure de la gendarmerie nationale qui est au quotidien à la tête du projet. Mais dans l'équipe projet, c'est évidemment l'ensemble des métiers du ministère de l'Intérieur et de la Justice qui sont représentés. Et dans la conduite de changement, on a également des acteurs des deux univers qui travaillent main dans la main avec donc une gouvernance, un reporting associé, des comptes que nous rendons collectivement. Et puis je voulais insister, je remercie Thierry Lambert de l'avoir dit, ce projet en plus, il est effectivement porté par ces deux ministères, mais il a eu deux bonnes fées dès le départ, qui a été effectivement la direction interministérielle de la transformation publique qui a vu... et on essaie de le prouver au quotidien, vraiment un projet qui permet de faire évoluer de l'organisation, des procédures, des métiers, et au bénéfice des justiciables, au bénéfice de nos agents, au bénéfice évidemment de la justice au sens large, et de nos partenaires de justice d'ailleurs. Donc la DITP partenaire dès le départ, avec un appui au financement fort, et puis un appui méthodologique aussi important, et puis la direction interministérielle du numérique. Donc voilà, on essaie de se dire que c'est une bonne recette pour porter un projet de manière transverse et unie au sein de l'État, que en tout cas de mettre en exergue ce projet aussi sous ces aspects-là, parce que c'est vraiment le projet interministériel par excellence. Alors les enjeux, on l'a dit, c'est simplification et accélération de la justice. En quoi cette PPN répond à ces deux enjeux? Alors vous allez avoir plein d'exemples dans la table ronde, mais peut-être pour vous dire effectivement l'enjeu, là je vais parler de la justice, c'est évidemment peut-être la lisibilité de nos procédures et la simplification, et le deuxième enjeu c'est le délai et l'accélération de nos procédures. Donc ce projet répond véritablement à ces deux sujets, peut-être avec quelques exemples. Très concrètement, un bureau d'ordre dans un tribunal judiciaire, donc c'était beaucoup de papier, des linéaires de papier, énormément de procédures à archiver, à classer, à tamponner, etc. Très concrètement, aujourd'hui, un bureau d'ordre comme celui qu'on va vous décrire à Boulogne-sur-Mer, il n'a plus de papier, et surtout les agents au quotidien ont ces procédures qui sont automatisées, qui sont tracées, qui sont lisibles. Donc un justiciable qui demande où en est son vol de vélo pour lequel il n'a pas eu de nouvelles peut avoir l'information et la traçabilité que la procédure a été classée sans suite faute d'auteur, mais qu'on a pu, en tout cas, on peut le rendre lisible et la procédure à la fois vue du justiciable et à la vue de l'agent, puisque l'ensemble de ces vues des services enquêteurs, l'ensemble de ces procédures sont ainsi archivées et électroniquement et suivies de manière extrêmement précise. On n'a plus à chercher un dossier qu'on ne trouve pas au fin fond d'une armoire. Donc ça, c'est le point 1 et c'est très concret, parce que c'est à peu près 60% des flux qui, comme ça, font l'objet de ce classement automatisé qui permet un suivi extrêmement fort, à la fois au bénéfice des agents. Après, ensuite, le deuxième point que je voudrais aborder, c'est qu'effectivement, dans la procédure elle-même, il y a un gain extrêmement fort, à la fois là aussi pour nos magistrats, pour nos greffiers, mais aussi pour nos avocats, les professionnels de justice, parce que le dossier donc archivé dans le dossier pénal, du coup, est dans un coffre-fort et accessible à tous. Et on a pu, et vous allez avoir des témoignages extrêmement forts, et avec Thierry Lambert, on les a entendus régulièrement, avant qu'une affaire soit audiencée, on n'a plus à chercher le dossier qui est caché chez le parquetier, chez le magistrat du siège qui a voulu regarder un dernier point, chez le greffe qui l'avait mis dans un couloir en attendant de pouvoir stocker au moment de l'audience. L'avocat peut consulter les pièces, évidemment électroniquement. Donc dans la fluidité de la mise en état et le jugement même de l'affaire,
fait, la procédure pénale numérique permet véritablement un gain d'efficacité collective énorme et une lisibilité sur le suivi d'une affaire, ce qui est un point d'importance. Je voulais finir en disant aussi qu'on a, en termes d'accélération, évidemment, l'enjeu, c'est de pouvoir faciliter le transfert des pièces avec un grand nombre d'acteurs. On vous en reparlera dans la table ronde. Tout l'enjeu de la PPN, c'est aussi d'avoir une interface forte avec l'ensemble des acteurs, les URSSAF, les hôpitaux, voilà, qui peuvent avoir des pièces à transmettre. Et là aussi, on gagne énormément, un peu dans ce qui se voit moins, mais c'est un peu le B2B, mais c'est extrêmement aussi fondamental. Nous avons continué à travailler. Il y a 10 grandes institutions qui sont conventionnées avec lesquelles nous partageons un certain nombre de pièces et nous allons continuer. Et par ailleurs, dans une procédure extrêmement importante, il y a les acteurs publics qui nous écoutent et des acteurs dans les enjeux d'article 40. On travaille à une procédure qui s'appelle Infoparquet qui, là aussi, grâce à la PPN, permet du signalement et du suivi de signalement pour l'ensemble des institutions. Donc le signalement se fait par voie électronique et le suivi peut se faire de manière en continu par le biais d'Infoparquet que nous expérimentons auprès de 11 juridictions à ce jour. Voilà. Donc des gains extrêmement réels. Le dernier sujet, ça sera d'arriver jusqu'à l'audience. C'est ce que nous portons là avec Thierry Lambert depuis 2024-2025. C'est un gros appui du FTAP, puisque l'enjeu maintenant, c'est la procédure pénale, c'est tout l'amont. Puis après, quand on est à l'audience, comment fait-on? Est-ce qu'on peut juger en numérique? Oui, on peut juger aujourd'hui en numérique. Et la PPN accompagne les magistrats, les greffiers, à un tableau de bord de suivi de l'affaire pour garantir sa mise en l'état, accompagne avec un certain nombre d'outils la tenue de l'audience jusqu'à la signature de la minute de l'audience à l'issue de l'audience. Donc, nous sommes vraiment sur le bout en bout. Beaucoup de choses, hein, donc on va revenir évidemment en détail sur ces différents points pendant toute cette matinée et les différents éléments qui ont été implémentés depuis 2018 et ce qui se prépare également pour l'avenir. Pour ces audiences, un chiffre moi, que je vous ai cité et que j'ai relevé en préparant cette émission, vous parliez de dématérialisation et de papier qui disparaît notamment au tribunal de Boulogne. 43 km de linéaire d'archivage ont disparu uniquement pour ce qui concerne les classements sans suite. 43 km de papier en moins. Donc voilà, juste sur ce projet. Donc c'est extrêmement concret et très parlant, je trouve, comme exemple. Évidemment, c'est amené ce chiffre à s'envoler. Merci à tous les deux. Merci Karine Chevrier, merci Thierry Lambert d'être intervenus pour démarrer cette matinée. On va maintenant entrer dans la table ronde avec les différents intervenants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nos intervenants vont pouvoir venir s'installer en plateau. Je vous les ai présentés, mais je vais évidemment vous les représenter. Je vous rappelle qu'on parle pendant toute cette matinée de la procédure pénale numérique. Et bonjour ou rebonjour à vous qui nous suivez donc sur Acteurs Publics TV. On parle ce matin, vous le savez, de la transformation numérique de la justice. Depuis 2018, le ministère s'est lancé dans ce projet ambitieux, la procédure pénale numérique, dématérialisation intégrale de la chaîne pénale, de l'acte d'enquête initiale jusqu'à l'archivage d'une décision de justice. On vient d'en parler avec Thierry Lambert et Karine Chevrier. L'idée, c'est donc de rendre plus simple, plus efficace la justice pénale au service à la fois des agents et des justiciables. Le processus est en cours. On va évoquer toutes ces questions. Comment les partenaires de justice ont-ils été intégrés dans ce projet? Quelles sont les principales avancées de la PPN pour les agents? Quel est l'impact de la dématérialisation pour les justiciables? Toutes ces questions, je vais donc les poser à Alexandre de Beauchère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc secrétaire général adjoint du ministère de la Justice. Merci d'être avec nous. Stéphanie Lemaire, bonjour. N'oubliez pas le micro quand vous vous exprimez. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de greffe au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Lucie Tout-le-Monde-Villard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc adjointe opérationnelle à la direction de programme PPN. Olivier Caracoche, bonjour. Bonjour à toutes et tous, merci pour votre invitation. Merci à vous d'être présent sur ce plateau, procureur de la République de Dijon. Nous avons également avec nous le commissaire Clément Perrault. Bonjour, vous avez un micro juste à côté de vous. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le chef de la division de la criminalité territoriale en Côte d'Or, à la direction interdépartementale de la police nationale de Côte d'Or. Et puis à côté de vous, Jérôme Servetaz. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes général de gendarmerie et puis vous êtes également le directeur adjoint de la direction de programme PPN. Vous allez intervenir à ces deux titres pendant cette matinée. On va commencer par un petit tour de table où chacun pourra prendre la parole avec chacun sa perspective différente, hein, évidemment, sur la procédure pénale numérique, que ce soit stratégique, opérationnelle ou de terrain. Je vais vous poser cette question. Comment cette transformation numérique a changé votre quotidien et celui de vos équipes? Très concrètement, on va commencer avec vous, Alexandre de Beauchère.
Merci. Alors, je viens avec une double casquette puisque je suis secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, plus particulièrement en charge de la transformation numérique et du travail avec la procédure pénale numérique. J'étais également, il y a encore un peu moins de 2 ans et demi, procureur d'Amiens, qui était le premier site expérimentateur avec celui de Blois de la procédure pénale numérique. Donc j'ai eu de bout en bout, puisqu'on parlait de cette procédure pénale numérique qui va du service enquêteur jusqu'à l'exécution de la peine et son archivage. J'ai été un peu de bout en bout de ce projet, puisque j'ai assisté à la construction, à la sortie de terre de ce projet en lien avec les équipes du ministère. J'étais, je m'en souviens encore, au bureau d'ordre du tribunal judiciaire d'Amiens lorsque la première procédure numérique, Karine Chevrier en parlait tout à l'heure, en avril 2019, est arrivée pour la première fois sous nos yeux en provenance du commissariat de police d'Amiens. Et donc depuis 2 ans et demi, je vois depuis le ministère comment cette PPN transforme non pas seulement les services d'enquête et le travail du tribunal et des tribunaux dans lesquels elle est implantée, mais aussi la manière dont on porte les projets numériques en centrale. Et je veux dire juste un mot à cet égard, puisque mes collègues ici parleront mieux que moi de la transformation aujourd'hui dans les juridictions ou dans les services enquêteurs produite par la PPN. Nous, en centrale, ce qu'on peut dire, c'est que la PPN est une sorte de vigie de la transformation numérique. La PPN, nativement, a été la première chez nous à la fois à travailler de manière interministérielle. Historiquement, 2 directions de programme jumelles qui ont ensuite été fusionnées en 2023 grâce à un accord du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. C'est le premier projet de cette ampleur à avoir été autant co-construit avec le terrain. Comme je disais, 2 juridictions désignées pour être des juridictions pilotes avant même que la première ligne de code soit sortie. Donc pas du tout une approche classique de la construction de projet. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette approche qu'on préconise parce qu'elle produit des effets extrêmement utiles. Et enfin, une totale intégration entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre avec des porteurs métiers très forts et une très forte intégration avec nos équipes. Donc voilà 3 caractéristiques qui font qu'aujourd'hui, grâce à la PPN, on transforme aussi la manière de créer du projet numérique. Stéphanie Lemaire, vous êtes directrice de greffe donc, au tribunal judiciaire de Boulogne. Comment cette PPN a transformé votre quotidien ? Alors, quand on parle de transformation, je crois que vraiment, c'est le terme. C'est pas une simple évolution, c'est presque donc une révolution. Et si le point de départ suscitait quand même beaucoup d'interrogations et certaines appréhensions, je dirais qu'aujourd'hui, plus personne ne voudrait revenir en arrière. Et surtout, tout le monde est prêt à aller au-delà. Je pense que c'est vraiment la ligne forte. Comment finalement cette PPN a pu donc séduire l'ensemble donc des acteurs intervenants, pas simplement donc la juridiction en tant que telle, qu'on soit magistrat, fonctionnaire donc ou contractuel, mais également donc tous nos partenaires. En premier lieu donc les avocats, mais je dirais maintenant même au-delà, on travaille quand même de manière étroite aussi avec les commissaires donc de justice. Et actuellement, nous expérimentons aussi donc les relations avec la direction donc pénitentiaire, ce qui n'est pas un chantier donc simple puisqu'on est quand même sur le volet de l'exécution et de l'application des peines. Ce que je regrette presque, c'est de ne pas avoir de photos avec moi. J'aurais voulu vous montrer, on va prendre l'exemple donc du bureau d'ordre, ce qu'était le bureau d'ordre avant donc la mise en place de la PPN, où finalement quand vous entriez, vous ne voyez que des piles de procédures. Le greffier ou l'agent perdu derrière donc son écran. Là où aujourd'hui, on ne le voit toujours pas, d'une certaine façon, parce qu'en fait, les écrans se sont multipliés. Il y a quand même des équipements aujourd'hui qui ne sont pas donc ceux d'hier, que ce soit à travers les ultraportables, les bras articulés, les scanners, mais surtout, ce qui fait donc du bien, surtout quand on rentre donc dans un service tel que le bureau d'ordre, c'est de voir la disparition donc des piles. Et je dirais qu'on en arrive même au stade où on n'a plus besoin d'armoire. C'est quand même une image forte et impressionnante, sachant que là, c'est le point d'entrée, bien sûr. C'est tout ce qui touche donc à la réception donc des procédures. C'est ce que nous avons développé donc en priorité en élargissant au maximum donc les flux donc correctionnels. Là où maintenant, on investit donc surtout sur l'acte numérique que nous produisons par nous-mêmes. On va écouter aussi, parce qu'on a aussi avec nous des représentants des forces de sécurité intérieure, le commissaire Clément Perrault notamment, qui est donc à la division de la criminalité territoriale de Côte d'Or. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que les choses ont changé pour les policiers et pour vos agents ?
Ouais, alors, je vais revenir sur ce que disait Madame. Effectivement, nos armoires se vident et psychologiquement, ça fait du bien. Alors, même si les dossiers sont toujours présents, mais ils sont présents virtuellement sur nos ordinateurs. Donc, ça fait du bien au moral. Pour nous, ce qui a été la procédure pénale numérique, il a fallu la mettre en place parce que nous, on est les premiers acteurs sur la procédure pénale numérique. Et donc, il a fallu se doter de matériel, il a fallu mettre en place des process, il a fallu remplacer le circuit papier par le circuit numérique et effectivement améliorer les relations qu'on avait auparavant avec les greffes, mais qui, d'après les secrétaires de police, elles me disent que les relations sont nettement améliorées avec les services des greffes. Donc voilà, pour nous, c'est du changement et on a su le faire puisque à Dijon, on est quasiment à 100% de création de procédures en nativement numérique. C'est-à-dire qu'on va créer la procédure en numérique. Après, sur le taux de transmission, on est environ à 68% actuellement, ce qui est quand même très bien. Et c'est encore en voie d'évolution, notamment la semaine prochaine où on a encore des ouvertures de flux qui vont arriver. Et ça va permettre d'améliorer la transmission en numérique. Donc voilà ce que je peux dire à peu près sur la procédure pénale numérique à ce stade. Jérôme Servetaz, même question côté. Alors vous interviendrez tout à l'heure à votre titre de directeur adjoint du programme PPN, mais là en tant que général de gendarmerie, comment ça a été accueilli et mis en place dans les gendarmeries et quel changement au quotidien ? Alors la procédure pénale numérique a été un défi considérable pour les gendarmes et pour les policiers, effectivement, puisque, comme vous l'avez dit, près de 200 000 policiers et gendarmes vont pratiquer de la PPN. Toutes les commissariats, toutes les brigades de gendarmerie, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane, mais qui nous rejoindront le 12 et le 26 mars, pratiquent désormais la PPN à une échelle qui est importante, puisqu'on a au niveau national près de 83% des procédures qui maintenant sont créées en nativement numérique. Donc le défi, il a été effectivement d'apporter du matériel, il a été surtout d'apporter de la formation et, au-delà de la formation initiale, de l'accompagnement. Et c'est l'une des grandes caractéristiques de ce programme, comme l'a dit M. Debauchère, c'est qu'on s'est attaché avec un bureau de la conduite du changement, avec des relais régionaux, des relais dans les DDPN et des relais dans les groupements, à accompagner, à aller visiter les unités, de manière constante. On a 2-3 déplacements par semaine par les personnels de la direction de programme qui vont au plus près des unités pour continuer à faire que les pratiques PPN s'améliorent au quotidien. Ça a été aussi un défi d'évolution des logiciels qui continue évidemment à produire des fonctions qui vont faciliter la procédure pénale numérique, car ne l'oublions pas, la procédure pénale numérique, c'est transformer du papier en données. Et l'objectif, in fine, c'est d'exploiter au mieux, de valoriser ces données, que ce soit en phase d'enquête ou en phase juridictionnelle. Alors je vous laisse le micro, M. Servetaz, parce qu'on a une question, et j'en profite pour rappeler à vous qui nous regardez que vous pouvez nous poser vos questions en ligne dans la rubrique questions juste à côté de la vidéo que vous êtes en train de regarder. N'hésitez pas, et je me ferai un plaisir évidemment de répercuter toutes ces questions à nos différents intervenants. Et là, on va écouter bien sûr Olivier Caracoche dans un instant, mais d'abord cette question qui vous concerne peut-être, de Patrick Rivery, qui souhaiterait savoir comment sont formés sur la PPN les enquêteurs police gendarmerie sur le terrain. Alors, il y a déjà une formation en école, c'est-à-dire que maintenant, tous les policiers et les gendarmes qui sont en école suivent une formation sur les logiciels des réactions de procédure pour faire de la procédure pénale numérique. Ensuite, il y a une formation qui a été dispensée dans les commissariats et les unités, soit par l'intermédiaire d'une formation en ligne, soit par l'intermédiaire de référents qui sont formés au niveau national et qui vont former également les personnels. Et d'autre part, il y a l'accompagnement en continu. On a le 5 mars une réunion au niveau de la direction de programme qui rassemble tous les référents policiers, gendarmes, greffiers, magistrats au sein des cours d'appel des régions zonales et des régions de gendarmerie, de manière à, là aussi, leur apporter une actualité pour qu'ils puissent former au quotidien les personnes. Même question peut-être à vous, Clément Perrault. Oui, alors nous, je vais prendre l'exemple de Dijon. Donc, lorsque la PPN a été mise en place, les enquêteurs ont bénéficié d'une formation qui a été dispensée par notre centre de formation local.
et notamment sur comment signer en numérique, comment créer une procédure en numérique, et puis surtout le rôle de la hiérarchie, qui est d'accompagner ce changement de la procédure papier à la procédure numérique. C'est-à-dire faire prendre en compte les bons process aux enquêteurs. Ce qui prend quand même du temps, puisqu'il y a les vieilles habitudes, et là, on apporte du changement. Donc voilà. C'est une acculturation, évidemment, pour tout le monde. Et on va en reparler. Olivier Caracotte, vous êtes donc le procureur de la République de Dijon. Comment s'est mis en place cette PPN et surtout, qu'est-ce qu'elle a changé pour vous et pour les agents qui travaillent avec vous? Écoutez, je crois que pour les acteurs judiciaires, cette véritable révolution qui est celle de la PPN, donc la procédure pénale numérique, elle peut se résumer en 5 mots, très, très brièvement. D'abord, rapidité. Rapidité de la transmission des dossiers, notamment, rapidité des échanges entre les acteurs. Ensuite, accessibilité. Un dossier numérique, tout le monde peut y avoir accès au même moment, à l'instant T, alors que dans un monde papier, il fallait se partager la procédure. Où est-elle? Ah ben c'est l'avocat qui la consulte. Ah ben je vais aller la chercher. Ah ben attendez, parce que avant d'aller la chercher, il faut que le greffe puisse l'avoir en sa possession pour enregistrer. Donc aujourd'hui, avec un dossier numérique, il est accessible par tout le monde à tout moment. Le 5e mot, c'est la mobilité, la capacité à travailler en mobilité. Aujourd'hui, je suis à Paris. Dès que nous aurons fini cette intervention, je pourrai avoir accès à n'importe quel dossier qui est traité au tribunal judiciaire de Dijon de manière sécurisée, et je pourrai signer n'importe quel acte depuis ici, comme je peux le faire depuis mon domicile. Et cette capacité à travailler en mobilité est quand même extrêmement importante pour les agents. Le 4e mot, c'est l'exploitabilité. Un dossier numérique, vous pouvez aller y chercher une plaque d'immatriculation, un nom, un numéro de téléphone, et vous pouvez l'exploiter de manière automatisée avant même le déploiement de l'intelligence artificielle ou le déploiement plus large de l'intelligence artificielle. Un dossier papier, il faut le feuilleter et puis il faut tout lire. Un dossier numérique, vous pouvez, par mots-clés, rechercher n'importe quelle information. Il est donc beaucoup plus exploitable. Et enfin, le dernier mot, c'est la traçabilité, puisque un dossier numérique, s'il se perd dans un mauvais placard, il suffit de taper son numéro et puis on sait dans quel placard on l'a mal rangé. Un dossier papier, quand vous recevez, comme c'est le cas à Dijon, 30 000 dossiers par an, si vous le mettez dans le mauvais placard, vous ne le retrouvez jamais. Le dossier numérique, on le retrouve plus facilement. Et puis surtout, on peut mettre en place des systèmes permettant aux agents, mais aussi aux justiciables, de savoir où il en est. Donc rapidité, accessibilité, mobilité, exploitabilité, traçabilité, ça fait un acronyme qui fait RAMET. Et je trouve que dans un monde numérique sans papier, l'acronyme est assez plaisant. Et je termine juste pour... et on en parlera davantage ensuite, mais moi je suis frappé lorsque je suis arrivé à Dijon en 2021, quand on avait à traiter un dossier numérique, c'était zut, on n'a pas de dossier papier, c'est un dossier numérique. Aujourd'hui, en 2025, c'est exactement l'inverse. Ah, quoi? Ah, ce dossier, il n'y a pas le dossier numérique. Ah, il faut que j'aille le chercher en papier, c'est un vieux dossier, il a traîné. Bref, tout le monde en est à vouloir aller encore plus loin et passer au tout procédure pénale numérique. Lucie Tout-le-Monde-Villard, on en est, je rappelle que vous êtes adjointe opérationnelle à la direction de programme PPN. On en est où du déploiement de cette PPN aujourd'hui dans les juridictions françaises? Alors sur le déploiement, aujourd'hui, on est à 97% des juridictions qui ont au moins commencé le traitement de la procédure pénale en numérique. Donc c'est énorme, ça représente 165 juridictions et comme le disait le général Servetas tout à l'heure, il nous reste 3 juridictions d'outre-mer qui commenceront dès le mois de mars. L'ambition aujourd'hui, c'est donc on a passé la porte du tribunal, c'est réellement de poursuivre en profondeur ce traitement numérique et d'ouvrir l'entièreté du périmètre correctionnel au traitement numérique. On a déjà une vingtaine de juridictions qui ont terminé ce premier périmètre. Et l'ambition, c'est que d'ici fin 2025, on puisse atteindre, on l'espère, au plus proche possible des 100% de procédures traitées. Mais ce ne sera pas la fin, puisque vous l'entendez, hein, on parle de ce périmètre correctionnel qui est le contentieux de masse traité par les juridictions aujourd'hui.
Il y a la suite, ce sera également tout le périmètre du criminel et de l'instruction qui sont plus complexes, plus risqués, sur lesquels on commence à travailler en expérimentation cette année, mais qui sera donc la suite. Aujourd'hui, tout le monde a commencé. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'y aller sur l'entièreté du périmètre et beaucoup plus en profondeur. Alors, j'en profite pour donc répercuter quelques questions qui nous arrivent, je rappelle, par la rubrique questions juste à côté de la fenêtre vidéo que vous êtes en train de regarder. Peut-on espérer à moyen terme un archivage numérique de la procédure? Aujourd'hui, nous rematérialisons la procédure. Et puis, une autre question pour vous également, Lucie Tout-le-Monde-Villard. Quid de la gestion des données, du stockage et du lieu des serveurs qui constitue un enjeu majeur dans la mesure où cette PPN va croître? Alors sur l'archivage, côté justice, c'est déjà le cas, puisqu'on a donc dans le cadre du programme PPN, et ça fait partie des projets qui ont été cofinancés par le fonds FTAP, on a créé une brique d'archivage qui permet d'archiver de manière sécurisée les procédures. Cette brique a d'ailleurs été mise en service sur un premier périmètre à la fin de l'année dernière. Donc l'archivage des procédures est déjà une réalité côté justice. Très bien. Et concernant le stockage, les lieux de stockage et le lieu des serveurs? Alors aujourd'hui, c'est un stockage qui est dans un hébergement national. On travaille justement suite à recommandation de la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, à un stockage sécurisé sur un cloud sécurisé. C'est des projets qui sont en cours, qui ne sont pas encore une réalité, mais aujourd'hui on travaille on a un hébergement national. Alors le projet, on l'a dit, a été lancé en 2018 et il a fallu seulement 18 mois entre l'idée initiale et les premiers déploiements. Comment vous avez, expliquez-nous la méthode pour aller aussi vite dans le déploiement d'un projet, on l'a dit, très ambitieux? Justement, c'est une méthode. Alors moi, je suis donc, j'ai un parcours un petit peu différent de mes collègues ici, puisque je suis ancienne consultante. J'ai rejoint le programme PPN il y a un peu plus de 4 ans en tant que consultant. Donc c'est vraiment, je représente une réalité de ce qu'est le programme PPN, c'est-à-dire un programme avec des compétences vraiment pluridisciplinaires, ce qui est un peu un ovni au sein du ministère de la Justice. C'est vraiment une organisation très différentes. Et donc, pardon, j'ai oublié. Sur la rapidité du déploiement. Et donc, du coup, moi, j'étais témoin de cette évolution de méthode, puisque on a choisi l'agilité. L'agilité, c'est-à-dire qu'on part avec un écosystème applicatif qui n'est pas parfait, mais qui apporte déjà des gains. C'est-à-dire que de l'idée à on a envie de dématérialiser, l'ambition c'est d'apporter de la simplification par la dématérialisation à la réalisation terrain, eh bien on s'est lancé en connectant des applicatifs qui existaient déjà. Donc ce n'est pas parfait, mais ça a apporté déjà des gains et puis ça a permis d'éprouver, de tester ces applicatifs avec le terrain, avec le tribunal judiciaire d'Amiens, on en parlait tout à l'heure, pour développer une première offre applicative qui apporterait déjà quelque chose aux juridictions, et ensuite de partir de là et de continuer à co-construire et faire évoluer ces applicatifs avec le terrain. Alexandre Debauchère. Oui, c'est exactement ça. En fait, je me souviens que le mot d'ordre du directeur de projet à l'époque, c'est « ne faisons pas une cathédrale numérique ». Bâtissons sur l'existant, puisqu'on a déjà des serveurs qui permettaient, des jets locales qui permettaient de stocker les procédures. On a créé les flux et on a ajouté la signature électronique qui existait déjà sur une autre brique et qu'on a importé dans ce nouvel écosystème. Et puis à l'intérieur des juridictions, sur un mode très itératif, on a aussi parié sur l'exemple. C'est-à-dire que on a, au sein des juridictions expérimentatrices, sur impulsion de la direction de programme, choisi par exemple de concentrer les toutes premières procédures qui arrivaient, à l'époque encore au compte-gouttes, sur les mêmes audiences, et de parier sur la réussite d'un président de correctionnel, d'un parquetier qui arrivait à travailler en dématérialisé pour prouver par l'exemple à toute la juridiction que ça fonctionnait. Et parce qu'une juridiction fonctionnait, ensuite une autre pouvait être convaincue d'avancer. Et on a fait comme ça toute une série de gains très rapides. Et aujourd'hui encore, on parie sur cette méthode puisqu'on a désigné parmi toutes les juridictions françaises qui sont investies sur ce projet 10 juridictions un peu d'exception, qui sont allés très loin, très vite, et vous en avez deux représentants éminents avec Dijon et Boulogne, et qui permettent là aussi concrètement de juridiction à juridiction. Parfois le message passe mieux quand ce sont des collègues de terrain qui
qui donnent les bonnes pratiques et qui montrent que ça peut fonctionner et qui permettent que d'autres s'y mettent plus rapidement. Et ce n'est pas seulement un projet descendant, c'est vraiment un projet horizontal. Olivier Karakoc. Oui, j'ajouterais que ça s'est fait en concertation et en lien direct avec les juridictions. Je peux en témoigner. Ce n'est pas un projet imposé d'en haut, rigide. La direction de programme a été à l'écoute des acteurs de terrain pour faire évoluer les produits et a su aussi informer et continue à le faire de chaque évolution, de chaque progrès, de chaque réussite pour susciter vraiment une avancée en commun et pas simplement des juridictions qui viennent imposer ce qu'on leur appliquer ce qu'on leur impose, mais bien qui participent à la construction du projet. Jérôme Servetas, c'était justement la méthode pour intégrer tous les partenaires de justice, y aller par étapes et puis ne pas imposer. Comment ça s'est fait ? Alors, pour le ministère de l'Intérieur, je dirais le pari a été extrêmement audacieux, voire risqué, puisqu'en 2021, on a fait un big bang de la PPN, puisqu'on a décidé finalement que les commissariats et les brigades de gendarmerie prendraient tout en nativement numérique. Ce qui a été un facteur d'accélération en termes de formation, en termes de conduite du changement, ce qui a été aussi un stimulateur, ça a été stimulant, je veux dire, pour la direction de programme, pour faire en sorte qu'on ouvre toujours plus, je dirais, de flux permettant la transmission numérique. Donc voilà, donc on est sorti, je dirais, d'un modèle initial où on a travaillé effectivement sur des expérimentations dans 2 départements. Alors, finalement, on s'est dit, allez, maintenant, on part, on déploie nationalement. C'est une accélération considérable. Et cette accélération, pour autant qu'elle ait été risquée, je dirais, elle a été un succès. Elle a été pas toujours facile, on ne va pas se mentir, à encaissé par les personnels du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Mais en tout cas, maintenant, ça a été, on peut constater que ça a été payant, puisqu'on a réellement déployé. Je pense que si on n'avait pas fait ce Big Bang en 2021, on n'en serait pas encore là. Quels ont été, on reste avec vous, quels ont été les moyens et les financements mobilisés pour ce projet ? Alors les moyens, il y a deux sujets. Il y a les moyens du ministère de la Justice. La direction de programme travaille avec des moyens du ministère de la Justice qui sont largement, qui intègrent évidemment les FTAP, comme ça a été dit. Il y a des moyens financiers du ministère de l'Intérieur qui sont des budgets PN, des budgets GN et des budgets qui sont liés à l'Agence nationale du numérique du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc il n'y a pas un budget spécifique PPN, puisque la PPN s'inscrit dans tout l'écosystème, à la fois de formation, dans l'écosystème d'évolution des logiciels, que ce soit l'RPPN ou l'RPGN du ministère de l'Intérieur. Voilà. Clément Perrault, juste à côté, je rappelle, vous êtes donc à la police de Dijon. Est-ce que la PPN a permis pour vos agents et pour vous de limiter les tâches répétitives, de recentrer sur des activités de cœur de métier, on va dire? Alors, sur l'activité même du policier, non. La procédure pénale numérique n'a pas apporté d'éléments pouvant aider le policier à se recentrer sur son activité. En revanche, sur tout l'aspect administratif, effectivement, la PPN a permis de gagner en temps. Notamment pour revenir à la question qui avait été posée sur l'archivage. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui était la procédure papier, depuis quelques années, on va la numériser. Donc toutes nos archives sont numérisées. Or, maintenant, avec la procédure pénale numérique, on n'a plus besoin de numériser puisque ce l'est déjà. Donc il y a quand même un gain de temps. Au niveau du policier de l'enquêteur, le principal changement, c'est la signature électronique. C'est-à-dire qu'au lieu de signer un papier, de signer un procès-verbal avec un stylo, il le fait avec sa carte professionnelle et il remplit un code. Donc c'est le seul changement qu'il y a sur le métier même de l'enquêteur. Et effectivement, le seul gain de temps qu'il peut y avoir, c'est lorsque l'enquête est terminée et que si le parquet décide d'un déferment, on n'a pas besoin d'imprimer parfois en 2, 3, 4 exemplaires une procédure qui part directement au parquet. Donc effectivement, c'est un gain de temps. Le souci qu'on va avoir, c'est sur le contrôle qualité, puisque du coup, il faut qu'on place le contrôle qualité de la procédure entre le moment où la procédure est clôturée et
le moment où elle va partir au tribunal. Donc ça peut prendre quelques heures parfois. Mais en tout cas, c'est un gain de temps qui est significatif par rapport à ce qui se passait avant. Mais sur l'activité même de l'enquêteur, il n'y a pas de réel changement. Effectivement, une enquête judiciaire reste une enquête judiciaire. Et je dirais, la PPN s'est fait à droit constant, exception faite évidemment de la validité juridique qui a été donnée au procès-verbal numérique, la signature électronique, mais il n'y a pas eu d'évolution du CPP, du Code de procédure pénale, avec la PPN. Donc il restera sans doute dans l'avenir à tirer les conséquences des caractéristiques particulières du numérique, tirer le profit du numérique pour peut-être simplifier le Code de procédure pénale, mais en tout cas ça s'est fait à droit constant, donc effectivement le travail de l'enquêteur n'a pas fondamentalement changé. Ce qui a pu changer, comme il a été dit, c'est que dans les unités, l'accès au procès-verbal par les différentes parties prenantes à l'enquête, les différents enquêteurs, le directeur d'enquête, le commandement, eh bien, il est facilité. Lorsqu'il y a des enquêtes qui sont partagées entre différentes unités, notamment pour la gendarmerie, eh bien, l'accès est quasi immédiat. Je suis à telle brigade, je demande une audition dans mon enquête à une autre brigade à l'autre bout de la France, immédiatement, j'ai le retour de la procédure. J'ai le retour, je dirais, j'ai accès à l'audition. De la même manière, lorsque j'ai une procédure à transmettre à un commissariat ou à une brigade, je peux le faire par voie dématérialisée en utilisant une messagerie sécurisée. Donc on accélère de manière importante l'accès et la transmission de la procédure, comme il a déjà été dit. Une question en ligne également. Oui. Ces questions d'actes répétitifs, quand même, la PPN, c'est la fin des photocopies. Il ne faut pas oublier que quand un avocat, il y a encore 10 ans, demandait la copie d'un dossier de 25 tomes, vous aviez des services entiers, des agents qui passaient leur journée à faire des photocopies de ce dossier pour pouvoir transmettre une copie à l'avocat. On est ensuite passé à une copie numérique, mais il fallait quand même scanner pièce par pièce pour faire le CD. Aujourd'hui, un clic droit, et l'avocat, il a accès à toute la procédure, ce qui permet évidemment d'améliorer la qualité de travail des agents et puis de les repositionner sur d'autres tâches qui permettent d'accélérer le traitement des procédures. Alors, j'avais posé une question de Serge Batisdas qui nous regarde et qui demande si vous avez rencontré des difficultés juridiques pour valider la signature électronique dont on parlait tout à l'heure, des actes de procédure. Peut-être que Lucie Tout-le-Monde-Villard, vous pouvez répondre là-dessus, ou Alexandre de Beauchère. C'est un point qui a été embarqué très tôt dans le projet PPN et non seulement on n'a pas eu de difficulté sur cette validité et cette validation juridique, mais en fait on s'est très rapidement rendu compte que la signature électronique était beaucoup plus sécurisante que la signature papier, puisque d'une part elle permet d'avoir une absolue certitude de l'auteur de la signature, ce qui n'est pas toujours le cas sur une signature papier. Elle hors-date automatiquement la date de signature, on ne peut pas avoir de doute sur la date à laquelle le PV a été signé, et elle scelle le PV, puisque toute modification postérieure sur le PV se verrait et aboutirait à un message d'erreur. Donc pas de difficulté pour la validité juridique. Et puis comme le disait Jérôme Servettaz, très tôt le projet PPN a obtenu dès 2019 dans la LPJ des modifications textuelles qui permettent de donner une parfaite validité au procès-verbal numérique, mais aussi à la procédure, au document papier qui serait issu de cette procédure numérique. Parce qu'il arrive parfois qu'on soit obligé, suite à un incident technique, qui arrive de moins en moins, mais de basculer de la pièce numérique signée électroniquement à la pièce papier, c'est la même validité. Et inversement, si on a dans une procédure nativement numérique un document qui arrive en papier, on peut le transformer en numérique et ça a la même valeur que le document papier dont on peut ensuite se débarrasser. Donc on a très tôt embarqué cette simplification du code de procédure pénale. On doit aujourd'hui aller plus loin, c'est clair. Si on veut tirer tous les bénéfices de cette procédure pénale nativement numérique, et ça c'est le grand enjeu, on le sait très bien, hein, d'aligner les avancées numériques et les avancées textuelles, puis derrière les avancées d'organisation. Mais comme on l'a dit, on a fait beaucoup de traitements de masse autour de la PPN. On est vraiment dans l'approfondissement. On va aller sur des procédures plus complexes. On va aussi aller, et c'est tout l'intérêt des fonds FTAP et des projets sur lesquels on est actuellement accompagné par la DITP, par exemple sur l'intégration du multimédia dans la procédure. Parce que ce que vous avez encore aujourd'hui, c'est une procédure qui côtoie des documents qui sont en format audio ou en format vidéo, qui eux sont scellés, sont sur des CD, qui sont dans les scellés du tribunal. Évidemment, l'objectif, c'est d'incorporer le multimédia à l'intérieur de la procédure. Vous imaginez une procédure qui ressemblera finalement presque plus à une procédure Wikipédia qu'à une procédure papier transformée en numérique, et dans lequel un juge d'instruction ou un enquêteur pourra ensuite directement insérer un extrait vidéo à l'intérieur de son audition. C'est ça ce qui nous attend et ce qu'on doit aller obtenir, plus évidemment
de l'intelligence artificielle pour exploiter les données contenues à l'intérieur de la procédure. Ça, on est déjà en train de structurer la donnée dans la procédure et on a énormément de gains à obtenir. Mais sans la PPN, tout ce qu'on pourrait imaginer en termes d'intelligence artificielle sur le fond de la procédure serait finalement extrêmement artisanal. Là, on a les moyens maintenant pour passer à une autre échelle. Alors j'ai une série de questions très, très concrètes. Première question, pour un citoyen de Philippe Ono. Pour un citoyen, est-ce que cette nouvelle procédure simplifiera également le dépôt de plainte, voire même un échange en visio avec l'OPJ, l'officier de police judiciaire? Je vous pose plusieurs questions d'affilée, comme ça vous pourrez y répondre d'un coup et d'un bloc. Pour quelles raisons, si la procédure est créée en numérique, les OPJ doivent, comme avant, appeler la permanence du procureur de la République par téléphone pour recevoir la réponse sur les suites de la GAV, donc de la garde à vue? Est-ce que c'est amené à changer? Et puis, quelles sont les natures d'infractions concernées par la PPN? Je ne sais pas qui souhaite répondre à tout ça. Peut-être Olivier Caracol sur l'appel téléphonique. Et l'appel téléphonique, il n'est pas lié à la structure de la procédure, papier ou numérique. L'appel téléphonique, il est lié au rôle du procureur de direction de la police judiciaire et d'orientation et de choix de réponse pénale. Donc, que la procédure soit numérique ou papier, il faut bien que l'OPJ rende compte de cette procédure, de ce qu'elle contient, pour informer le procureur et qu'il puisse prendre sa décision. Là où ça facilite les choses, c'est qu'il peut plus facilement communiquer des extraits de procès-verbaux, par exemple, ou des éléments de manière numérique. Mais on ne peut pas imaginer une procédure qui serait transmise numériquement au procureur sans un échange. D'ailleurs, tout le monde, les OPJ sont les premiers à apprécier cet échange. Tout le monde sait qu'on a besoin de cet échange entre l'enquêteur et le magistrat du parquet pour prendre la décision. Sauf à considérer que le magistrat du parquet est une intelligence artificielle et qu'on lui transmet une procédure numérique et que l'algorithme apporte la réponse pénale. Je ne crois pas qu'on soit dans ce modèle-là, ni qu'on ait envie de ce modèle-là. Sur peut-être Lucie Toubon-Villard, sur la simplification du dépôt de plainte avec un échange en visio, c'est peut-être pas exactement la procédure pénale numérique, là. Non, en tout cas... Ou alors Jérôme Servetaz. Oui, alors effectivement, plainte en ligne et visioplainte sont deux projets différents et distincts de la PPN. Néanmoins, visioplainte et surtout plainte en ligne permettent de recueillir des données numériques qui sont extraites évidemment du site qui permet de déposer plainte en ligne. Et elles sont exploitées numériquement, intégrées numériquement dans les procès-verbaux qui sont rédigés sous LRPGN ou sous LRPPN, donc les logiciels de rédaction de procédure des policiers et des gendarmes. Voilà, donc je dirais que c'est une étape qui facilite l'accès, je dirais, du plaignant au service de police et de gendarmerie, qui dématérialise là aussi le dépôt de plainte. Donc on est quelque part dans la dématérialisation de la procédure, voilà, même si le projet est effectivement distinct. Stéphanie Lemaire, donc, vous êtes au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Vous avez parlé tout à l'heure de l'implication de tous les acteurs, y compris des avocats. Comment vous avez fait pour les impliquer et pour les convaincre de passer à la PPN ? Ce qui a déjà été facilitant, c'est qu'on se rencontre régulièrement, les chefs de juridiction et la direction de greffe avec les avocats. Déjà d'une part. D'autre part, avant de rentrer dans l'ère du numérique, on était déjà rentré dans l'ère de la dématérialisation. Et pour ce faire, nécessairement, il fallait donc associer les avocats. C'est une forme d'acculturation, je dirais progressive. Ensuite, je reprendrai vraiment l'exemple de monsieur le procureur de tout à l'heure. C'est vrai qu'on est passé quand même de la reprographie à scanner des pièces jusqu'à délivrer de manière quasi automatique une procédure numérique. Je dirais qu'à partir du moment où vous en faites la démonstration auprès des avocats, vous emportez d'emblée leur adhésion. Je dirais que les difficultés ne se sont pas concentrées au niveau de la réception et de la transmission des procédures. Là où il y a plus de difficultés, où il a fallu convaincre, c'était à l'occasion de la gestion des audiences. Au début, elles étaient dématérialisées, là où elles sont devenues numériques. Dans un premier temps, effectivement, ça s'est traduit, je dirais, par un allongement
du temps donc de l'audience. Donc il a fallu donc s'adapter donc en conséquence, sachant que à travers donc les copiles qui étaient donc mensuels, nous avions les remontées régulières des avocats à ce sujet, et à partir donc de ces constats, il a fallu aussi adapter donc les matériels, les équipements pour fluidifier donc le traitement donc de l'audience, et ça fait vraiment partie donc des objectifs à surmonter pour pouvoir emporter, je dirais, l'adhésion pleine et entière des avocats. Je dirais qu'il ne faut pas simplement limiter à la réception et à la transmission. Maintenant, c'est vraiment la gestion de l'audience, c'est le défi. Je crois d'ailleurs que Madame la secrétaire générale l'a rappelé donc tout à l'heure. C'est le défi d'aujourd'hui. Donc, ça se concentre particulièrement sur certaines audiences, celles où vous devez produire en temps réel la fameuse ordonnance. Je pense à la procédure de CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable donc de culpabilité, qui présente un certain nombre d'intérêts pour l'ensemble donc des acteurs. Mais il faut vraiment fluidifier donc l'audience pour faciliter, je dirais, la pleine adhésion. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame le maire, en centrale, on a aussi embarqué les avocats dès le début, dès l'idée même du programme PPN, en échangeant sur le cadre juridique qui allait évoluer. Et également en pensant aux outils à mettre à disposition des avocats pour faciliter ce nouveau format numérique. Donc on a mis en place le Wi-Fi avocat. Dans presque maintenant toutes nos juridictions, il y a un réseau Wi-Fi sécurisé auquel les avocats peuvent se connecter. On a également un outil qui permet de leur renvoyer la procédure de manière dématérialisée, de manière sécurisée, directement connectée à Ibaro, le logiciel avocat. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas encore leur matériel en tribunal, on met à disposition des tablettes qui permet, notamment pour toutes les procédures d'urgence, d'accéder à la procédure. Donc le greffe peut mettre à disposition la procédure directement sur une tablette à l'avocat. Et les avocats sont également conviés dès les premières réunions, avant même le début d'un déploiement PPN. Donc dès les premières réunions d'information, les barreaux locaux sont conviés, sont invités et participent à nos échanges. Et d'ailleurs, on continue. Donc ça, c'est les premières offres qui existent déjà. Mais je le disais tout à l'heure, la BPN n'est vraiment pas finie. Donc on continue à penser les futures offres avec les avocats. Sachant que nous sommes déployés quand même depuis février 2021. Nous tenons toujours donc des copiles auxquels sont présents les avocats. Et pourtant, nous sommes en février donc 2025. Donc vraiment, nous avançons ensemble. C'est indispensable. Est-ce qu'au greffe du tribunal de Boulogne, vous sentez aussi une montée en puissance de l'implication de vos agents ? Oui, parce que vient un moment où je dirais que le process tourne, ce sont eux-mêmes qui s'en emparent, nous font donc des propositions. Alors par contre, bien sûr, il faut arbitrer donc de manière concertée, tout doit être donc cadré, mais au contraire, j'aurais même tendance à dire, à partir du moment où ils ont commencé donc à maîtriser les premières phases, les socles, ensuite la filière correctionnelle et autres, d'autres services s'en emparent. Nous sommes vraiment sur l'exécution des peines et l'application donc des peines, ce qui d'emblée n'était pas si évident que ça au départ. Quand vous voyez que vous avez une audience entièrement donc numérique et qu'ensuite les peines sont ramenées à exécution en temps réel de manière donc numérique à travers donc le BEX. Je ne sais pas si vous imaginez donc l'avancée qui a pu donc se produire. Puis ça participe aussi quand même de notre image, de la modernisation donc de la justice. Et je pense que ça aussi c'est extrêmement donc important. Lily Karakoc, même question de votre côté sur l'implication des gens et apparemment des il y a un propositions effet tache qui d'huile. remontent. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et encore une fois, vous l'aviez indiqué, on ne va pas se mentir, il y a un coût. La conduite du changement a un coût. Pour se mettre au numérique, il faut changer ses process, il faut se former, il faut être accompagné. Il y a un réseau d'ambassadeurs à la transformation numérique dans les cours d'appel qui est très aidant. Mais bon, ça demande un certain investissement. On a fait le constat que certains qui y croyaient se sont investis, ont payé ce coût. Et puis, leurs collègues, voyant tous les acquis, tous les avantages, tous les
ce que ça apporte en plus, se disent, eh ben, en fait, je vois mon collègue, bon, il a un peu souffert pendant quelques mois à la formation et à la conduite du changement, mais maintenant que c'est fait, je vais pouvoir en bénéficier moi, et puis je vais faire des propositions, et puis je vais demander aussi à être embarqué dans cette transformation. Donc oui, l'effetage d'huile, il est évident, c'est une démonstration par l'exemple et par la réussite. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce dont vous parlez, les ambassadeurs qui ont porté la bonne parole, hein, si je comprends bien, dans les différentes juridictions. Comment ça s'est organisé, peut-être Olivier Caracolche et puis ensuite Lucie Toumont-Villard, de votre côté, comment vous l'avez... Dans les territoires, dans les juridictions, il y avait pour ce qui est de Dijon, une référente, une ambassadrice à la transformation numérique qui porte la bonne parole, mais qui surtout est capable d'aller dans les juridictions, d'aller dans les bureaux des collègues, d'aller se connecter à leur ordinateur au-dessus de leur épaule et leur montrer les nouveaux gestes métiers, leur expliquer quels sont les gains, et cet accompagnement vraiment individualisé, personnalisé, c'est aussi la personne qu'on peut appeler quand on a un problème. Et on sait que ce type de changement, si on se heurte à un moment à une difficulté, notamment la première fois, on se dit bon, ça marche pas, je l'utilise pas. Et ben, l'ambassadeur, il est là pour dire non, ça va pas marcher parce que tu n'as pas fait ce bon geste. Voilà celui qu'il faut faire. Je t'accompagne. Et là, ça marche. Et là, on se dit oui, je prends cette nouvelle habitude de travail parce qu'en effet, c'est efficace. Et l'accompagnement individualisé des ambassadeurs à la transformation numérique, il a été essentiel. Alexandre Debauchère, c'est très important évidemment l'accompagnement à la mise en place. Oui, exactement. C'est d'autant plus important que, comme le ministère de la Justice porte beaucoup de projets applicatifs et beaucoup de déploiements, on a vraiment besoin de pouvoir s'appuyer, et c'est un soutien fort de la direction des services judiciaires, sur ces ambassadeurs qui ne sont pas spécifiques PPN, qui sont destinés à aider les juridictions à embarquer de nouveaux projets applicatifs ou des projets applicatifs existants. Et donc vraiment de l'accompagnement métier. Et on voit bien d'ailleurs dans les quelques endroits où on n'en a pas encore à quel point ça fait défaut et à quel point ça ralentit le déploiement. Et en parallèle, on a des techniciens informatiques de proximité. Donc on a à la fois ce soutien technique de premier niveau et ce soutien métier de premier niveau qui est essentiel pour faire avancer les projets, parce que on n'a pas la possibilité d'avoir une équipe de 100 personnes de déploiement qui accompagnent partout le projet à chaque fois qu'on ouvre une filière. On le fait, et il y a des acteurs métiers, une vingtaine d'acteurs métiers qui se déplacent et qui viennent au contact des juridictions, notamment sur des gros sites avec des gros enjeux d'ouverture de flux. Mais l'accompagnement du quotidien, il doit se faire de manière déconcentrée. Et c'est vrai que cette méthodologie, elle fonctionne bien aujourd'hui. Et justement, cette stratégie de construire un vivier d'acteurs locaux comme relais de la transformation numérique au local fait intégralement partie de la stratégie de déploiement du programme, puisque en termes de rythme de déploiement, il y a vraiment eu 2 temps. Un premier temps où on a formé ce vivier d'acteurs sur tout le terrain, donc à des postes clés. Et puis, donc on a déployé à peu près 60 juridictions en un peu plus de 2 ans, donc c'est relativement long. Et puis après, en à peine 1 an, on a fait x3, parce que justement, ce vivier local a pu porter localement cette transformation, répercuter ce qu'on avait fait avec eux sur une première juridiction, et bien beaucoup plus en autonomie sur un plus grand nombre de juridictions. Et donc, c'est vraiment le coup d'accélérateur qu'on a donné en 2023 pour toucher l'ensemble des juridictions. Stéphanie Lemaire. Sachant que c'est d'autant plus important qu'il y a quand même un turnover très important au sein donc des juridictions. Et si vous n'avez pas un vivier donc local pour aider et accompagner, effectivement, vous risquez de repartir un petit peu en arrière. Donc c'est pas possible. Vous allez toujours donc de l'avant. C'est vrai que les ATN ne peuvent pas toujours être omniprésents, ni la direction donc de programme. Donc à nous aussi de trouver des ressources en interne pour accompagner donc les nouveaux arrivants tout particulièrement. Question dans la rubrique questions, je rappelle, hein, et non pas dans la rubrique chat, parce que je vois qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans la rubrique chat, mais je ne peux pas tout lire. Donc allez, s'il vous plaît, dans la rubrique questions, si vous en avez. Question donc d'Apothéose Céleste Fanny. Quels ont été les blocages et les difficultés de cette transformation? Je rappelle que ça concernait quand même 200 000 personnes concernées, et avec des systèmes informatiques souvent très variés, très hétérogènes. J'imagine que ça a été une des plus importantes difficultés. Peut-être que Jérôme Servetas peut répondre sur ça, les blocages, et comment vous les avez surmontés? Alors, une difficulté, un défi en tout cas, c'est le nombre de personnels qui sont évidemment concernés par la PPN. Donc il y a effectivement
une méthodologie de déploiement qui a été mise en place avec une formation à Lyon des acteurs locaux, que ce soit au niveau des départements, au niveau des régions, au niveau des zones, côté police, côté gendarmerie, côté ministère de la Justice, avec un pilotage, et là il faut, avec un pilotage, il faut le dire, au niveau de la direction de programme, avec l'appui des services judiciaires, avec l'appui de la LGN et de la DGPN, où on a mis au sein d'un bureau de conduite du changement des policiers, des gendarmes, des greffiers, des magistrats qui ensemble pouvaient réfléchir et répondre aux questions émanant du terrain et ajuster, je dirais, le déploiement aux difficultés rencontrées. Donc un problème de méthode et faire en sorte que la transformation et la formation soient dispensées à tous. 2, c'est mobiliser la hiérarchie. La hiérarchie, effectivement, à tous les échelons, parce que quand on dit changement se produit bien si la hiérarchie est très impliquée et adapte l'organisation et les process métiers. Un autre sujet, évidemment, c'est les sujets informatiques, qui est majeur. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu harmoniser, faire communiquer des systèmes parfois anciens qui n'ont pas été construits pour communiquer. LRPPN n'a pas été construit pour communiquer avec LRPGN. Les services de l'intérieur n'ont pas été construits pour envoyer des flux vers le ministère de la Justice et réciproquement. Donc cette évolution des logiciels reste encore un défi, reste encore des évolutions apportées au sein des deux ministères. Alexandre de Bocher. Oui, pour avoir connu ce projet depuis le début, c'est vrai que ça paraît simple de se dire, vu de l'extérieur, la procédure, on la dématérialise, elle est envoyée à la juridiction qui la juge. Et parfois, les gens, et j'ai constaté dans mes échanges privés, se demandent pourquoi c'est un tel sujet. En fait, vous passez votre temps à régler des problèmes. Quand le projet a commencé, il y avait quelques centaines d'ordinateurs portables au sein du ministère. Il y en a 65 000 aujourd'hui. Il fallait une procédure numérique, il faut pouvoir se déplacer avec. Si on veut la travailler chez soi, il faut un ordinateur portable. Ça a été un grand sujet. Il faut que les réseaux fonctionnent. On vient de basculer en 2 ans tout le ministère sur le nouveau réseau interministériel de l'État, x10 en moyenne en termes de débit. Il fallait du Wi-Fi dans les juridictions. Ce n'était pas déployé au début. Il fallait des cartes agents. Si vous voulez signer, il faut une carte agent. Aujourd'hui, on a 65 000 cartes agents, presque autant que d'ordinateurs portables. Et c'était indispensable pour le faire. Et là, je ne parle que de l'informatique et du technique. Il y en a plein d'autres. Mais sur le terrain, c'est pareil. Olivier Caracotte, je disais bien qu'il y a quelques années, le numérique, c'était perçu comme ce qui faisait peur et ce qui était bloquant. Pour en arriver à la situation où le numérique est perçu comme une chance. D'abord, il y a eu la pandémie qui nous a un peu aidés, parce que ceux qui avaient des ordinateurs portables, qui avaient des procédures dématérialisées, comme c'était le cas dans ma juridiction lorsque la pandémie est arrivée, ont tout de suite vu à quel point ça changeait totalement leur manière d'aborder la contrainte du travail à distance. Et puis, il y a eu beaucoup d'accompagnement métier. Et ça, encore une fois, ce numérique qui fait peur, on l'a encore aujourd'hui. Moi, je me souviens, parfois ça fait sourire avec le recul, mais de personnes qui étaient très opposantes dans ma juridiction, d'excellents magistrats, mais qui étaient assez opposants pour des raisons de crainte sur la sécurité de la signature électronique, puis de l'attachement au papier, et qui, 1 an après, venaient me voir un peu en catimini en me disant, est-ce que sur les intérêts civils, on pourrait éventuellement dématérialiser également, mais ne demandez pas devant les autres. Bon, voilà, donc c'est cet accompagnement du changement, c'est vraiment un travail du quotidien, et comme le disait Olivier Caracotte et très justement, et Jérôme Servetaz, il ne faut pas se cacher que parfois c'est pas simple, mais on surmonte les obstacles les uns après les autres, et on en a encore plein à surmonter, et c'est le travail quotidien de la direction de programme. Et justement, le fait d'avoir mis ces fameux techniciens informatiques de proximité localement au plus proche des utilisateurs et des acteurs, ça permet de débugger les systèmes quand il y en a, parce que comme dans tout projet informatique, il y a des bugs et qui peuvent être un frein important au changement. Et donc, le fait d'avoir mis des hommes concrètement au plus près des utilisateurs permet de passer ces obstacles rapidement et de garder une confiance dans ces changements pour les utilisateurs. Stéphanie Lemaire, sur les blocages, et comment vous les avez surmontés ? Parfois, les difficultés qu'on a pu avoir, c'est que je pense particulièrement au magistrat du siège. Ça se produisait assez régulièrement, où lui, il espérait un gain immédiat. Je dirais donc de la PPN, là où au contraire, il faut voir la chaîne dans son ensemble. Et c'est ça, je dirais, qui était quand même majeur dans la communication donc, à avoir avec l'ensemble donc, des acteurs. Certes, vous n'aurez peut-être pas un gain immédiat, style peut-être un allongement donc, d'un débat donc, contradictoire, mais quand vous regardez la chaîne de traitement dans son ensemble, oui, vous avez vraiment un gain de traitement.
Et ça a été par contre assez difficile à faire passer donc dans un premier temps, là où c'est devenu beaucoup plus évident, donc depuis. Et c'est vrai que ce qui nous a aidé, ça a été quand même l'évolution donc des matériels mis à disposition. Et peut-être pour compléter ce qui est très justement dit, c'est là que, comme le disait Thierry Lambert tout à l'heure, c'est un sujet de transformation tout court. Parce que quand vous avez une chaîne qui est vraiment modifié et impacté par cette dématérialisation. Vous avez des services qui sont très gagnants, notamment ceux qui faisaient des copies, qui transmettaient les dossiers en cours d'appel, etc. Vous avez des services dont le temps de travail peut être un peu rallongé, et donc vous avez besoin de réorganiser le fonctionnement interne pour tirer le meilleur parti de la dématérialisation et soulager ceux qui éventuellement peuvent être impactés défavorablement. Donc ça fait réfléchir sur les organisations, ensuite sur le changement des textes, et c'est ça qu'on doit continuer à conduire. Jérôme Servetaz. Oui, pardon. Oui, il y a un autre point qui est important dans le changement, c'est qu'on est passé du papier au numérique. La procédure pénale, depuis qu'elle existe, a toujours été papier. Et passer du papier au numérique, je dirais, pour un enquêteur, pour un magistrat, pour un greffier, c'est aussi quitter quelque part la sécurité du papier. C'est beaucoup d'interrogations sur la valeur de la signature électronique. C'est qu'est-ce que je fais lorsque, par exemple, je n'ai pas de connexion pour signer électroniquement. Donc les enquêteurs, les magistrats, les greffiers peuvent être confrontés à des petits incidents techniques qu'ils doivent apprendre à gérer. C'est-à-dire quelle est la conséquence juridique de signer plus tard, quelle est la conséquence juridique, comment je gère les difficultés techniques qui sont inévitables. Il n'y a jamais de système parfait, donc il faut être très proche d'eux, être capable de leur répondre, d'où l'importance des référents, d'où l'importance d'une proximité avec le parquet lors des copiles. Pour régler tous ces problèmes au quotidien, il a fallu recréer une confiance, créer cette confiance dans le numérique, et ça c'est un défi aussi majeur. Ça change aussi beaucoup de notions. Qu'est-ce qu'une copie numérique? Ça n'a plus rien à voir avec une copie papier. On change beaucoup de choses qui nécessite du temps. Voilà, donc c'est pas simplement je passe du papier au numérique grâce à mon logiciel, c'est dans sa tête passer du papier au numérique avec toute la confiance qu'on doit regagner dans le système. Commissaire Perrault. Oui, juste pour revenir à ce qui avait été dit sur l'acceptation du changement, nous dans la police, on a été doté très rapidement du matériel informatique et c'est la base de la conduite du changement, c'est-à-dire qu'on a donné les moyens matériels pour le changement. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu ce matériel informatique, faire accepter la procédure pénale numérique aurait été très compliqué. Or, on a eu ce matériel, parce qu'on a eu ce matériel, on a pu faire changer les mentalités. Et c'est ça aussi qui était important et qu'il fallait souligner dans le cadre de ce projet. Un mot peut-être de Karine Chevrier et Thierry Lambert qui sont toujours avec nous, je le rappelle. Thierry Lambert, sur l'accompagnement, vous avez évidemment porté beaucoup d'autres projets de transformation. Ces difficultés dont on vient de parler, elles sont évidemment inévitables. Quelle est l'importance de l'accompagnement du point de vue de la DITP? Oui, alors c'est vrai que ce qu'on a entendu d'abord est assez remarquable. Moi, je trouve que la direction de projet a fait un très très beau travail, parce qu'il faut encore en mesurer, on le voit bien, on le sent bien dans les réactions ce matin, que c'est quand même effectivement plutôt une révolution, comme vous dites. Et l'audience, ça va être quelque chose d'incroyable, parce que passer de ces audiences où on va utiliser du numérique plutôt que des papiers, la côte machin, etc., et de se dire que non, finalement, on va pouvoir y accéder différemment. Il y a un changement considérable. Et ce que je note et qui est un grand point sur les grandes transformations, c'est d'abord que c'est une transformation qui part de la compétence des agents. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, et vous avez dit ces mots, ce n'est pas quelque chose qui est imposé du haut. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, là c'est l'intelligence collective. Voilà, on part des agents qui connaissent le métier, qui au quotidien pratiquent les procédures et mesurent ce qui va devoir changer. Et donc cette écoute à travers ce réseau des personnes qui sont dans les tribunaux, mais aussi de l'équipe projet qui se déplace beaucoup, qui écoute, qui prend les feedbacks, qui les transforme en nouveaux projets, ça me paraît extrêmement important. Après, ce qui est frappant aussi dans ce qu'on a entendu ce matin, c'est que si on réussit, et c'était d'ailleurs dans les derniers échanges, si on réussit une transformation, c'est parce que ce qu'on y gagne est patent. Et je pense qu'il y a toujours effectivement, et dans tous les processus de transformation, il y a toujours quelques personnes qui sentent un peu plus vite qu'il va se passer quelque chose, et vous en faites partie, et qui du coup y vont courageusement, prennent le risque parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont y gagner quelque chose. On le voit, vous voyez, vous
pourrais le dire aussi à l'éducation nationale dans les nouvelles pratiques pédagogiques. Vous pouvez avoir 2 enseignants qui commencent à se dire tiens, on va faire quelque chose. Vous dites, non, c'est pas vraiment ce qu'on... Et puis en fait, à un moment, quand on voit que les résultats des élèves progressent avec cette nouvelle pratique, les autres disent oui, on va y aller aussi. Et je pense que ça, c'est très frappant dans ce que vous avez dit. Donc il y a les premiers qui montrent et ensuite les autres qui sont certains des gains et du coup qui sont prêts à prendre le coût de la transformation, de la remise en cause quand même qui est assez importante. C'est vraiment un changement de la pratique du métier et donc ils sont prêts à faire cet investissement parce que les gains sont certains. Et puis le troisième point que je voudrais dire, qui est très présent aussi dans tout notre programme de transformation, c'est la question du temps. Alors, le temps long, effectivement, pour réussir ces projets, parce qu'il faut donner quand même le temps et on le sait dans les transformations, il faut le temps aussi de conscientiser ce qu'il faut changer, d'améliorer. L'amélioration continue, ça prend du temps, l'investissement sur le temps long. Et on a eu de la chance d'avoir des ministres, à la fois les gardes successifs et les ministres de la transformation publique qui ont été alignés pour continuer à porter ce projet. Et d'ailleurs, avoir Gérald Darmanin qui était à l'origine ministre de l'Action publique, qui a validé ses premiers financements et qui aujourd'hui, comme ministre de l'Intérieur juste avant et puis garde des Sceaux maintenant, continue à les porter. C'est tout à fait intéressant aussi et rare de pouvoir avoir cette continuité sur le temps. Mais moi, ce que je trouve extrêmement important, c'est le temps des agents. On parle beaucoup quand on parle de réforme de l'État ou de budget, on parle toujours des crédits. Mais finalement, notre dépense la plus précieuse, c'est le temps de l'agent public. Et à quoi il passe son temps? Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est de se dire, vous l'avez dit tout à l'heure, on va pouvoir concentrer notre temps sur celles qui sont sur les tâches les plus utiles pour les Français, en l'occurrence pour les justiciables. Et donc, je pense que ça, c'est important. Dans le contexte budgétaire qui est difficile, et je pense que c'est évident pour tous, de se dire c'est bien qu'on puisse continuer à investir sur les sujets qui changent vraiment la vie des Français, mais aussi de récupérer le temps qui est perdu, qui est parfois mal utilisé, pour qu'on puisse enfin avoir un temps qui est contrôlé, qui est maîtrisé, c'est-à-dire qu'on ne met pas nos administrations dans des situations difficiles où on demande aux agents de tout faire et parfois des tâches vraiment pas intéressantes, mais au contraire, en s'occupant de cette bonne allocation du temps des agents, être sûr qu'on pourra dire aux Français, on s'occupe vraiment de vous. Et c'est là où on dit que le numérique, en fait, c'est une condition pour plus d'humains. Vous voyez, souvent, on entend dans les débats, le numérique, c'est pas bien. Non, en fait, le numérique nous libère du temps administratif utilisé à des tâches qui ne sont pas à forte valeur ajoutée pour le Français, pour au contraire qu'on ait plus de temps pour mieux réfléchir sur les procédures, sur les dossiers, avoir ce temps de réflexion. Ce temps où on s'occupe des justiciables, on s'occupe des avocats. Je pense que c'est ça, à mon avis, qui est aussi un des grands bénéfices. Et comme ce bénéfice est certain, et que maintenant les preuves s'accumulent, je pense qu'une grosse partie du projet maintenant est bien crantée, si vous voulez. Et c'est là où on voit maintenant tout le monde venir avec des nouvelles idées, parce qu'on se dit, oui, c'est vraiment la façon de mieux travailler pour rendre une meilleure justice, tout en restant très fidèle à nos fondamentaux. Et comme vous l'avez dit, monsieur le procureur, oui, l'échange avec l'OPJ et le procureur reste extrêmement important. Et ça, ce n'est pas le numérique qui va le faire. Mais si on est moins pris dans les temps à rechercher où est passée la procédure, on a plus de temps pour passer du temps sur l'enquête. Et pareil pour les policiers et les gendarmes. Donc je vois là, moi, un exemple des grandes transformations qu'on essaie de conduire et qui nécessitent du temps pour redonner du temps, finalement, aux agents publics pour bien servir les Français. Alors, vous évoquez justement j'ai une question qui arrive en ligne, c'est ce point justement sur l'embarquement des agents et de tous les acteurs qui de coup deviennent demandeurs. Et là, c'est le cas de Mourad Dioui, par exemple, qui demande est-ce que l'ensemble des agents de contrôle qui, dans le cadre de leur mission, rédigent des procès-verbaux suite à une infraction pénale, auront accès à la PPN, en exemple l'inspection du travail, l'inspection des finances, l'URSSAF. Qui veut répondre à cette question? Est-ce que ça, c'est prévu? Et si oui, à quelle échéance? Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que on ne peut pas parler à la place d'autres ministères sur leur intention de passer à du numérique natif. En revanche, on crée les conditions de l'échange en numérique natif. Ce qu'on a créé avec la PPN, c'est la possibilité de recevoir directement des procédures nativement numériques, non pas par mail ou par échange de clés USB évidemment, mais par des flux
et à terme probablement par l'intermédiaire d'hébergements partagés. Avec InfoParquet, on en a parlé rapidement tout à l'heure, en fait on a une plateforme d'échange qui permet de récupérer directement, et là encore, non pas par des transferts ou des flux, mais directement par une plateforme qui est connectée à la nôtre, les procédures article 40 qui viennent d'autres administrations. Pardon, l'article 40, effectivement, c'est l'article du Code de procédure pénale qui oblige les fonctionnaires et les agents publics à dénoncer les infractions. Et c'est par le biais de cette procédure que nous recevons de la part d'un très grand nombre de partenaires. Je crois qu'on a noté plus de 70. Ça peut être dénonciation d'une fraude, d'un PV d'infraction dans n'importe quel domaine, environnement, consommation, travail, etc. Et c'est vrai que la grande difficulté pour ces administrations, très concrètement, une fois qu'elles ont transmis la procédure au parquet dans un monde papier, c'est d'avoir un retour d'information sur le numéro de procédure, puis ensuite d'être tenu informé au fur et à mesure. On parlait de la contrainte papier, c'est typiquement ça, de la manière dont la procédure a été traitée. Et là, avec cette plateforme, non seulement nous, on a l'enregistrement automatique de la procédure et l'arrivée immédiate de la procédure, mais ensuite, il y a un retour d'information sur le numéro de procédure, et puis ensuite, le but, c'est d'avoir une information régulière sur l'état d'avancement de la procédure, la poursuite, le classement, la peine prononcée, etc. Ce qui, évidemment, pour les agents est très motivant et très utile pour poursuivre le résultat de leur travail. Donc là, pour l'instant, c'est une plateforme qui est en test sur plusieurs sites. Et on a des avancées techniques et juridiques qui doivent permettre d'avoir un déploiement beaucoup plus large. Et on a déjà, par ailleurs, beaucoup de conventions localement ou nationalement qui sont passées avec des administrations parce que, indépendamment de cette plateforme, dans tous les tribunaux qui ont beaucoup avancé sur la PPN, on a des transmissions qui se font par des moyens parfois plus artisanaux, mais qui permettent de ne pas avoir du papier qu'on transforme en numérique dès lors qu'on n'est pas sur des procédures police ou gendarmerie. Lucie Tout-le-monde-Villard, et puis après Jérôme Servetas. Juste pour compléter, donc effectivement, cette plateforme InfoParquet est en expérimentation dans 11 juridictions. Et il faut savoir, pour concrètement se rendre compte d'aujourd'hui, ce retour d'informations aux partenaires sur le terrain, c'est souvent du personnel de greffe qui remplit des gros tableaux Excel, des vacataires qu'on prend pour noter les suites et rendre compte aux administrations. Donc ce sera, on l'espère, dès qu'on sera en mesure de le lancer nationalement, des gros gains. Et donc sur les partenariats qui existent, on a déjà une dizaine de partenariats avec des administrations au niveau national. Et juste pour donner un chiffre qui illustre que ces échanges sont déjà une réalité, depuis le lancement de la PPN, on a un peu plus de 12 millions de fichiers qui ont été échangés avec ces partenaires. Donc ces partenariats nationaux et locaux, à peu près un peu plus de 70 partenariats locaux, sont déjà une réalité. Très concret. Il y avait la même question de David sur cette fois les polices municipales. Je voulais aussi, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Si ça ne vous embête pas, on va prendre une série de questions. Il y en a eu beaucoup. On ne pourra pas toutes y répondre à toutes, mais une série de questions. Il y a eu notamment plusieurs questions. Une récemment de Gérard Linares, mais il y en a eu d'autres au cours de cet échange sur le RGPD, la cybermalveillance, sur la protection des données, évidemment particulièrement sensible quand on parle de justice. Quelles sont les mesures mises en place? Que quelqu'un peut répondre à ça? Tous les ministères, l'intérieur comme la justice, obéissent à des procédures d'homologation qui permettent de garantir effectivement la sécurité de nos serveurs, la sécurité des données. Voilà, je crois que là, on s'inscrit dans une politique générale de l'État, pilotée notamment par l'ANSSI. Donc, on a nos procédures d'homologation spécifiques au ministère de la Justice, spécifiques au ministère de l'Intérieur. Donc, je dirais, voilà, c'est un point sur lequel on est extrêmement vigilant. On est extrêmement vigilant et je crois quand même assez bien préparé. Une question sur une date éventuellement de Patrick Philipponneau, une éventuelle date butoir sur la fin du déploiement. On l'a compris qu'il y a encore beaucoup de choses à déployer. Donc, est-ce qu'il y a une date qui a été fixée? C'est très compliqué de répondre à cette question puisque, comme on l'a expliqué, on y va périmètre par périmètre. On a choisi d'abord ce contentieux de masse et pour lequel on espère en tout cas arriver à approcher les 100% d'ici fin d'année. La date sur le reste, le criminel, l'instruction, l'exécution des peines, l'application des peines, la pénitentiaire, enfin, on est vraiment qu'au début de l'histoire. Nous, on n'a pas encore de date précise affichée, mais en tout cas, on a des expérimentations qui sont lancées là toute l'année 2025 qui vont nous permettre de mieux comprendre de quelle offre on a besoin, comment on déploie cette nouvelle feuille de route avec ce nouveau périmètre, et donc probablement les années que ça nous prendra derrière.
Une question peut-être plus pour les acteurs de terrain. Stéphanie Lemaire, par exemple, de Fanny Apotelos-Céleste, est-ce que le gain de temps permet davantage de temps libéré pour les relations aux usagers aussi, donc l'accueil, l'écoute, ou uniquement pour accélérer le traitement des dossiers? Je dirais qu'il est double. Enfin, ça profite donc à chacun. C'est vrai que cette transformation prend différentes formes, mais pour autant, on n'en oublie pas donc derrière cette mission donc de service public et le service rendu donc aux justiciables. Donc, c'est pas un process qui n'est fait que dans l'intérêt, je dirais donc des magistrats, donc des fonctionnaires ou des contractuels. Ça bénéficie à l'ensemble de nos partenaires et surtout, avant tout, donc aux justiciables. Vous avez des temps quand même d'accélération qui leur profitent. Oui. Je dirais qu'il y a 3 grands griefs faits à la justice pénale en France. C'est son laxisme. Bon, ça, c'est un grief politique. On peut en débattre pendant des heures et je ne partage pas cette idée. Sa lenteur. Et on a vu que la PPN permettait un traitement plus rapide des dossiers, permettait de limiter les temps de transfert, permettait d'accroître l'accessibilité, donc doit permettre de réduire les délais. Et le 3e grief, c'est le caractère illisible des décisions ou le manque de retour d'informations. Et Alexandre de Beauchère vient de vous dire, notamment pour les administrations partenaires, qu'elles auront un accès direct à où en est la procédure. Et cet accès direct à où en est la procédure, à terme, si on peut le donner aux justiciables, on ne pourra le faire que grâce à la PPN, pas avec une procédure papier. Donc, sur les 3 reproches qui nous sont faits, il y en a un, je pense qu'il est illégitime et politique, mais sur les 2 autres, la PPN est un vecteur pour améliorer pour les justiciables, au-delà des acquis des agents qu'on a développés, améliorer pour les justiciables l'image et l'efficience de la justice. Merci beaucoup à vous tous. Peut-être que si quelqu'un veut ajouter un dernier mot, peut-être Karine Chevrier un dernier mot pour conclure cette matinée sur la procédure pénale numérique et cette transformation de grande ampleur de la justice. En tout cas, merci de votre temps. Juste peut-être, quand il y a une transformation, on veut toujours être sûr qu'à un moment, on ne peut pas revenir en arrière et que c'est acquis. C'est la théorie de l'élastique. Donc là, on a bien tiré l'élastique et effectivement, on est allé très fort, très loin avec l'accompagnement qui va bien, on l'a tous dit. Et moi, la meilleure preuve de ça, c'est que lorsqu'on interroge, vous les avez entendus au quotidien, les magistrats, les greffiers, les directeurs de service de greffe, sur leur quotidien, et voilà, ils ont des retours très positifs, mais surtout, lorsqu'ils parlent d'évolution de carrière ou de leur prochain poste, et je l'ai dit encore, je le disais encore récemment à Thierry Lambert, le magistrat qui a expérimenté la PPN qui est dans toutes ses filières et dans toutes ses fonctionnalités dit « Mon prochain poste, ça ne sera que dans un tribunal judiciaire où il y a l'ensemble de ses fonctionnalités. » Donc voilà, ça montre qu'une transformation est quand même plutôt bien crantée lorsque nous avons ce type de raisonnement. Idem pour les directeurs de service de greffe, idem pour les greffiers, je pense, Madame le maire me le dira. Dans le parcours de carrière, les gens qui ont expérimenté la PPN veulent aujourd'hui des tribunaux judiciaires pleinement PPN. Donc ça nous encourage. Un prérequis, un incontournable. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents ce matin dans le studio d'Acteurs Public TV et de vos mots. On espère avoir répondu à beaucoup de questions, pas à toutes évidemment. Il y a encore plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais peut-être qu'on pourra y répondre un peu plus tard. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Acteurs Public TV.